Moi j'aime bien. On va voir qu'il y a une diversité déjà à l'entrée de la parcelle qui est ici. Donc pour identifier les espèces, on utilise ce qu'on appelle une flore. Alors une flore, je vais vous montrer ce que c'est. Les botanistes n'ont plus de dos, non. C'est la force de porter ça. Donc une flore, c'est ça. C'est un catalogue invivable qui recense l'ensemble des plantes sauvages présentes en France. Ces flores, elles sont équipées d'une clé de détermination, c'est-à-dire c'est un peu la clé de détective, on a une plante, on ne sait pas la nommer, et bien du coup, on va utiliser ce gros catalogue pour essayer, en fonction des critères, de lui attribuer, de lui donner un nom. Et derrière, ensuite, on verra quel avis. Donc, pour vous montrer un peu le fonctionnement d'une flore, je vais ramener un jeu de cartes qui s'appelle la pointeuse botanique. Là, j'ai besoin de 2 personnes, allez, 3 personnes. Et c'est l'un d'entre vous qui va participer. Hop. Allez Thomas, t'es le porteur, du coup. Voilà. Tac. Ouais. Alors attention, il faut tous les mettre dans l'ordre, c'est un peu le... Hop. Donc voilà, là ils sont normalement dans l'ordre. Et la première carte en haut, donc là, tu vas mettre comme ça, et vous les rangez bien côte à côte. Vous voyez, on a notre jeu de cartes qui recense, on va dire, la diversité des espèces les plus communes qu'on va retrouver notamment dans les vignes et ailleurs. Donc la première carte, elle est là, et elle se compose de différents critères. C'est un peu le même fonctionnement que vous allez suivre dans une flore ou dans les outils comme Garance. On va tout d'abord regarder le port de la plante, la forme de la feuille et la couleur de la fleur. Hop, donc tu fais le porteur, Thomas le pointeur, du coup. On va regarder, allez, celle-ci par exemple. Je prends une au hasard parce qu'elle a des fleurs. Alors est-ce que déjà certains d'entre vous savent ce que c'est ou pas, sans dire le nom? Cette petite plante là qui est très fréquente, vous voyez, je vois des hochements de tête. C'est très fréquent, surtout sur des milieux sablonneux, ou alors des milieux qui sont un peu lessivés en surface. Donc on va commencer. Donc Vincent, tu peux nous lire le port par exemple? Alors port dressé, rosette, grimpant. Est-ce que c'est une plante qui est plutôt dressée, plutôt en rosette, étalée à la base, ou plutôt une grimpante? Rampant, c'est vraiment comme le liseron par exemple. Ah oui, donc alors, moi je dirais qu'elle est et rosette, dressée. c'est comme le plantain, vous voyez, ça va former une rosette étalée. Dressée. Plutôt dressée. Thomas, Il fallait essayer. Dressé. ouais, il faut que ça traverse. Non, je le vois là, quasiment. C'est que ça a mal été rangé, c'est tout. Hein. Et du coup, tu vas le... Hop. Ah bah voilà. Voilà, je me mets dessus pour recueillir. Hop, et tu peux le mettre comme ça. Ok. Ah, d'accord. Vas-y, tu peux secouer. Donc c'est pas ça, déjà. Ah, okay. Logiquement, hein, si vous avez bien bossé. Donc deuxième critère, du coup. C'est très ludique, j'aime bien. La feuille composée de plusieurs folioles bien distinctes. Alors foliole, c'est... Alors, la feuille, quand vous savez pas où se trouve la feuille sur une plante, vous regardez où se trouve le bourgeon. La feuille, elle se situe toujours systématiquement à la base d'un bourgeon. Donc quand vous avez un doute, vous regardez où c'est. Là, la feuille, elle est là. Donc la feuille, elle peut être composée de folioles. C'est le cas du trèfle. Le trèfle, on dit le trèfle à 4 feuilles, mais en fait, ce qu'on appelle les feuilles, c'est des folioles, des petits bouts. Voilà, par exemple. Alors là, c'est la plante qu'on cherche. Donc c'est soit ça ressemble pas mal. Hein. Ouais. Feuille découpée en fines lanières. Comme des aiguilles de pin, par exemple. Celle-là, un peu, non? Ouais, ça, par exemple. Ça, c'est en fine lanière, ouais. Feuille découpée en lobes, plus ou moins réguliers. Ouais. Alors, les lobes, hein, c'est toujours comme ici. Oui, c'est plutôt des lobes ici, ouais. Feuille entière et lisse. Feuille entière et lisse, c'est une feuille qui n'est pas du tout découpée. Voilà. Vous voyez, la ligne, elle ressemble presque à celle-ci, là, en termes de découpe. Feuille entière et dentée. Donc là, vous serez plutôt sur quoi? Entière et dentelée. Entière et dentelée, oui.
Alors entière, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout découpée, c'est-à-dire que là on voit que c'est découpé comme la vigne, en fait, elle est découpée quand même. On voit des lobes alors, et voilà, c'est ça. Entière, je sais pas, c'est ça, regardez. En lobe. Entière, vous voyez? D'accord. C'est ça. Pas du tout découpée en fait. Donc la feuille de chêne par exemple est entière et dentelée. Enfin, non, parce qu'elle est quand même découpée en lobe. Voilà. Par contre, la feuille de charme, de hêtre, elle est entière. C'est là que tu vois. C'est là que, Alors, voilà, c'est là qu'on dit que c'est pas si facile en jeu de cartes. Et en lobe, Oui, c'est. Donc et ensuite le dernier critère, C'est la couleur. couleur des fleurs. Donc là, il y a blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, c'est la même famille apparemment. Ouais. Et vert. Violet. Vous êtes sûr? De quoi? Bleu. Vous êtes sûr? Ah, ouais, c'est ça. C'est pour violet. Non, je mets des doutes parce que des fois c'est. Donc, Mais on c'est va- très subjectif ça. Hein. Ouais, la Faut- couleur. Alors généralement la couleur des fleurs on l'utilise assez peu. Mais là on est plutôt sur du rose ou du violet. Tu fais des photos de biodiversité. Hop, chacun son. Après vous finissez acupuncteur avec ça. Elle est mignonne. C'est ça. Alors on n'a plus qu'un lot de cartes et là il va falloir choisir. Donc, on va voir si ça a marché ou pas. Géranium découpé. Alors on peut la montrer. Est-ce que c'est le géranium découpé? Non, Ouais. Coquelicot. non. pas tout à fait. Ensuite j'ai verveine. Oh non. Non. Oseille. Oh non, non. La mauve ou le mauve. Ça, enfin, On s'en rapproche, mais c'est beaucoup plus gros. Enfin, la mauve, Ça fait c'est gros. 30-90 cm. Ouais, non, la mauve, elle est plus grosse. Hein. La mauve. Non? Donc la taille, c'est pas un Géranium critère mou. en fait. Nous avons notre champion. ah, là Là on est pas mal. Hein. on est pas mal là. C'est quoi Ouais. celui-là? Géranium mou. Ouais. Mou? Ouais. Alors je mets devant bah, du coup. C'est quoi le dur? Géranium fluet Ah Non, non, c'est pas non, non, celui-là. non, c'est pas celui-là. et la douce amère. Non, mais c'est le géranium mou là. Vous avez trouvé. Voilà. C'est le D'accord. géranium mou. Donc vous voyez le principe un peu de fonctionnement d'une fleur, comment mettre un nom. Donc là c'est simplifié. C'est génial ce truc. Donc le géranium mou c'est très simple, vous le prenez entre les doigts, vous le touchez, vous allez voir il est tout doux. En fait c'est lié à deux types de poils, des poils longs et des poils qui sont très courts. Donc, Non il y a plante nette. donc cette... Oui, c'est il y a vrai, plante plante nette. nette. Ouais. Ça marche pas mal. Alors attention plante nette. Et Vincent, franchement, il n'y a pas que Plante-Net. Non, il y a Garance. Garance. Bah, là, t'as fait. C'est la gaffe. Mais même les plantes nettes, je l'ai vous pouvez pas. avoir des erreurs parce que vous n'allez pas regarder je l'ai. précisément Ouais, les tu vois. critères. Voilà. Donc ça ne remplacera jamais une vraie flore ou un guide ou autre. Donc voilà un peu le principe. Ça marche à de- tous les coups. Non, 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 alors ça marche pas à tous les coups. Là, on le voit, il n'y a qu'une sélection d'espèces sur cet ouvrage. Ça s'appelle la pointeuse botanique, je vois que certains notent. Mais du coup, c'est pour ça que ça ne remplace pas un outil un peu plus Exhaustif. exhaustif, c'est ça. Une flore, Garance ou un autre guide. Voilà, ça ne remplace pas. T'as combien d'espèces là? Tu l'as dit, mais je me souviens plus. Je crois qu'il y a une centaine d'espèces. Il en D'accord. faudra un spécifique vignoble, ça serait bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va arriver là-dessus. D'où Garance. Bon, en tout cas, voilà, Mais c'est vous voyez moins un peu rigolo, ils ont pas les le pics. principe de fonctionnement C'est assez ludique. de là. cette C'est vrai Faut qu'il le n'y a faire pas avec les les pics enfants. d'acupuncture. Donc, Je le fais avec les enfants, c'est ludique en plus. Ouais, Garance c'est numérique donc vous cliquez. Donc là, on va voir quelques espèces qui poussent, par exemple, autour de nous. Vous avez celle-ci, là, par exemple. Oui, nous, c'est parce qu'on est à l'ancienne. C'est ça. Je suis prêt à parier que vous l'avez sur vos parcelles, celle-ci. Si vous la laissez monter, elle va avoir cette taille. Est-ce que certains ont une idée de ce que c'est? C'est pas du pissenlit? Non. C'est pas le laitron, mais c'est très proche. Alors le laitron, c'est une espèce un peu piquante, très proche. D'ailleurs, quand on la coupe, il y a du lait qui sort. C'est de la famille du dent de lion, c'est de la famille de ce qu'on appelle les composés. Maintenant, on appelle ça les astéracées. Composés, ça voulait dire composé de plusieurs fleurs. Si vous prenez une fleur de pâquerette, vous avez une centaine de fleurs sur une même pâquerette en final. Donc là, c'est une plante, on va dire qu'on a sélectionnée pour la manger. Vous en mangez tous les midis, ça se trouve. La laitue, c'est ça. C'est la laitue sauvage. Laetus Carole. Laetus carole. Mais- Laetus seriolate en latin. On parle en latin, sinon c'est pas drôle. Non, parce qu'il y a des espèces qui sont très proches et qui portent le même nom commun. Si on prend un exemple qui est le hêtre, rien qu'en France, vous avez 60 noms communs qui sont différents. D'où l'intérêt de connaître le nom scientifique.
Alors elle se reconnaît très facilement parce que, regardez, elle a une rangée de poils qui sont très rêches, très rudes. On va la manger quand même? Non. Elle est vraiment pas très bonne quand même. Alors, Ah oui, non, mais elle est pas nocive, je veux dire. C'est très amer. Non, c'est amer, c'est bon pour la vésicule. Donc attention, vous pouvez la confondre avec une autre laitue qui va pousser dans les vignobles, mais qui n'a pas des feuilles découpées comme ça. Par rapport au... C'est la laitue vireuse. Vous la coupez, Non, vous pas, sentez non, on ça n'a pas ça. ça Puis, pique il y a pas clairement. le- Et surtout, elle est toxique. On va rafler un peu la gorge. Alors que celle-ci, elle est À part les comestible, jeunes mais bon, pousses, tellement riche et tout. D'ailleurs, moi, tu je regardes peux ces pas jeunes, pour ça. voilà. Donc ça, c'est l'ancêtre de la salade. Forme naturelle, Voilà, c'est aléatoire. Je vous laisse passer à vos voisins comme ça. exactement. Comme la vigne, en fait, et la vigne sauvage. Donc cette espèce, ça va être plutôt une plante qui est dite rudérale, c'est-à-dire qui va se développer dans des conditions assez perturbées. Vous allez la retrouver par exemple dans des crues, etc. Donc dès lors que le sol est un peu tassé, compacté, et que des ornières, par exemple de tracteurs, vous allez la retrouver. Elle témoigne aussi d'une certaine trophie du sol. C'est-à-dire que quand il y a à manger, elle est là, la laitue. Ensuite, vous avez là une espèce qu'on voit pas mal, tout autour, c'est celle-ci là. Ah oui. Alors, si Ah oui, ça oui. on va essayer de trouver des feuilles à la base. Et celle-ci, par exemple, vous allez la retrouver essentiellement, enfin beaucoup dans le blayet. Après, elle est dispersée, hein, mais vous l'avez beaucoup dans le blayet. Hop. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Cette plante là qui va former des... C'est en fleurs là en fait, hein, donc elle va former des groupes de fleurs qui sont un peu anarchiques, vous voyez, dans tous les sens. La baradane. Ça, oui, Bon, ça, on l'a il y en pas a- radé. On est là-dedans, non, celle-là, non? Vous la Et connaissez celle-ci? ta pointeuse, tu peux le faire sur les espèces sans fleurs? Oui, non pas, alors si là elle est en c'est la fleurs, du coup on peut la faire. Oui, c'est vrai. Non mais Ouais, mais on peut le... mais je Est-ce pense qu'il n'y a que- pas les fleurs, non, ah, voilà, c'est pour ça, je voulais savoir. c'est ça. Oui, ça ressemble à l'oseille, ça. Pas Garance non plus, hein. Enfin, si, vous pouvez faire les graminées Ça sans les ressemble à fleurs. l'oseille. Il y a un moyen très simple, il faut être sûr par contre qu'il n'y a pas eu de traitement ou autre, c'est vous goûtez, c'est un peu acidulé. C'est l'ancêtre des épinards aussi. C'est du rumex. Voilà, c'est de l'oseille. Donc les oseilles, vous en avez plusieurs sur La les cultures. petite oseille, elle fait des petits trucs pour des tapis rouges. C'est ça, voilà, donc elle est vivace, la petite oseille, elle va former des tapis rouges et surtout sur des sols qui sont sablonneux et surtout des substrats qui sont acides. Donc si vous voyez la petite oseille sur vos parcelles, elle est toute petite. Alors dans les oseilles, vous avez deux groupes. Vous avez ceux qui ont des feuilles en forme de flèche, de pointe de flèche. C'est-à-dire une toute petite feuille avec deux dents à la base, comme un fer de lance en fait. Donc vous avez le groupe ce groupe de petites oseilles justement. Et après vous avez les oseilles à fleurs qui sont plutôt entières. Ça c'est une feuille entière par exemple. Et celui-ci il est très facile à reconnaître. Là il est un peu avancé en saison. Mais on l'appelle l'oseille faux violon. Parce que la feuille est rétrécie à la base comme un étranglement, ce qui nous fait penser à une feuille de violon. Voilà. Ah bah ça se voit encore mieux là. Ouais, elle l'a sorti. Donc quand vous voyez ça, vous n'avez pas de doute, c'est lui. Voilà. Ouais. Celle-ci, oui. Alors, ouais, elle se recèle bien. C'est une pionnière, du coup. Si vous arrivez tôt en saison, vous allez voir, elle va former une rosette étalée au sol, plaquée au sol, et là qui va fleurir au mois de juin. Alors attention, celle-ci, je pense que c'est pas la plus problématique. Les plus problématiques, c'est les grosses oseilles. Vous avez des feuilles, des fois, qui font cette taille, hein, et qui vont émettre des hampes assez grandes, des hampes florales assez hautes. Dans les jeunes vignes, quand il y en a, après, ça devient vite envahissant. Ouais. Puis alors pour les enlever, C'est compliqué, ouais. tiges comme ça. Et ça témoigne de deux choses, souvent de sol compacté, du coup quand vous avez ce type d'oseille, et d'une certaine hydromorphie, ça va te taire en fait. Hein. Donc, Le passage du rota, ça adore. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça crée une semelle de labour. Et du coup, il y a une hydromorphie de surface. Parce que la semelle de labour, elle intervient au niveau de la profondeur du rota. Et l'eau elle stagne, en fait, elle gravite. On a l'impression que ça reste bien en surface parce que c'est bien émietté. En fait, l'eau, elle percole. Hop, elle arrive à 10 cm à peu près là où votre profondeur de rota. Et hop, elle va stagner là. En fait, ça fait une piscine un peu en surface. Et donc là, ça adore ces conditions-là. Ouais. Et là, si vous regardez toujours à l'endroit où on se trouve, vous allez voir qu'il y a aussi des plantes qui sont plutôt des pionnières,
des rudérales, hein, parce qu'on voit il y a eu le passage d'engins, etc. Vous avez par exemple celle-ci qui est très commune. La pâquerette. Son nom latin c'est Bellis perennis, ça veut dire la belle vivace. Et bien celle-ci ça fait partie de ces plantes à rosettes pionnières qui vont se développer sur les zones qui sont ouvertes. Donc dès qu'on va avoir une fermeture du milieu, et ben du coup les pâquerettes vont régresser sur la parcelle, tout comme d'autres espèces comme le plantain, etc. qui vont chercher la lumière justement en étalant leurs rosettes. Voilà, donc moins vous travaillerez le sol ou alors plus vous accompagnerez le développement d'espèces qui sont assez hautes en hauteur, plus vous aurez à l'inverse une régression de ces espèces à rosettes de milieux ensoleillés et ouverts. Quand je vous disais que là j'avais une multitude de fleurs, tout ce que vous voyez là, c'est un groupe de fleurs. C'est-à-dire que là, j'ai isolé 5 fleurs. Voilà. Donc vous avez vraiment un bouquet de fleurs, hein. C'est économique en plus, hein. Avec une pâquerette. Donc, pour les projets Saint-Valentin 2022. Là. Petit budget, une pâquerette, c'est réglé. Oui, mais parfait, la fête des mères, la fête des mères. Bon, on peut pas rester hein, quand même enfant. Va falloir faire de la pédagogie, comme avec les salariés. Ah oui, c'est la seule blague machiste que j'ai. Ouais. Donc là vous avez une autre plante qui est très commune en vignoble. Quelqu'un connaît son petit nom? Alors elle a souvent une tache noire sur les folioles. Ouais, c'est la luzerne. La luzerne, elle fait partie de cette famille que présentait Norlaï tout à l'heure, la famille des légumineuses. Anciennement, on appelait aussi cette famille les papillonacées. Pourquoi? Parce que si on regarde de près une fleur, on devine les ailes d'un papillon. Aujourd'hui, on appelle cette famille les fabacées. Pourquoi on l'a changé? Les légumineuses, c'était très bien. Alors avant, on classait les plantes en fonction des fleurs. Par exemple, le robinier, l'acacia, avec les piquets. Du coup, celle-ci, le trèfle, le petit pois font partie de la même famille parce qu'ils ont la même fleur. Mais sauf que récemment, on a fait de la génétique. On a tracé le code génétique de chaque espèce. Du coup, on a vu que telle plante était plus proche de celle-ci, donc on les a réunis sous le nom d'une même famille. Alors ici, le nom actuel de cette famille, c'est la famille des fabacées. C'est-à-dire qu'on a pris un genre, le genre Faba, la fève, la févrole, qu'on met aussi en anglais vert, pour tracer les caractéristiques communes de cette famille. Donc on se base plus sur la forme de la fleur, mais plutôt sur le code génétique des plantes. Donc il avait tort? Non. Non, il n'y a pas tort parce qu'au final on se rend compte que c'est pas si différent. Voilà. Et par contre on a eu des grosses erreurs, c'est par exemple le baobab, le tilleul et la mauve qu'on peut retrouver ici, et ben, en fait font partie d'une seule et même famille, parce qu'ils ont le même ancêtre commun. Donc il y a eu des gros changements parfois, mais grosso modo Linné avait bien raison. Linné, c'est lui, c'est ce monsieur. Merci pour la transition, on n'a pas répété. Hein. Donc c'est ce monsieur là qui est un botaniste suédois et que vous connaissez tous en achetant des lots de semences par exemple, on parlait d'engrais verts. Quand vous achetez des plantes, vous avez souvent le nom commun, le nom français, et le nom latin, le nom scientifique. Le nom scientifique, c'est grâce à lui, c'est grâce à Linné, c'est-à-dire qu'il a établi un nom de genre et un nom d'espèce. Vous connaissez le vôtre par exemple, le nom scientifique? Homo sapiens. Homo sapiens, Homo étant le genre, sapiens étant le nom d'espèce. Et bien les plantes c'est pareil. Celui qu'on voit là, de l'ail. Ouais, l'ail, et ben son nom latin, lui, c'est Allium ampeloprasum. Allium, le nom de genre, comme Homo chez l'homme. Ampeloprasum, le nom d'espèce, comme Sapiens chez l'homme. Et souvent après ce nom, vous avez une petite lettre, un petit L majuscule avec un point. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur les catalogues de plantes quand vous commandez des plantes. Et ben ce petit L avec un point, il fait référence au botaniste Linné. C'est le seul à avoir les botanistes, on les représentait souvent avec leurs plantes fétiches sur un portrait. Donc vous voyez Linné, il y a une plante qui s'appelle, on va aller chercher loin, la Linné. Et à côté vous avez un autre monsieur qui est plus local, du coup, qui s'appelle Jean-François Latérague, qui est un Bordelais,
Et du coup, il a fondé la société Linnéenne de Bordeaux, qui est une société de naturalistes qui parcourt, on va dire, toute la Gironde depuis 1800. Là, on a fêté les 200 ans récemment. Et du coup, il a célébré la société Linnéenne de Bordeaux sous un vieux saule blanc, le saule blanc qu'on utilise aussi dans les vignes, alors, de moins en moins, hein, mais vous connaissez sans doute les vimes. Ah oui. Les vimes qui est un saule blanc ou un saule lausier en fait, hein, dont on utilise les rameaux pour attacher les ceps, etc. Donc là pour le coup, lui il était aussi horticulteur, Jean-François Laterade, et on le représente avec un, on va reconnaître une plante des balcons. Non, je veux pas de loin. Un géranium. Alors un géranium, mais qui en final, les géraniums des balcons ne sont pas des géraniums, mais sont des pélargoniums qui sont exclusivement sud-africains. Alors que les géraniums, on les retrouve chez nous. C'est ce qu'on a vu de là tout à l'heure. Donc la boucle est bouclée. Donc on n'a pas de nom de celle-ci. Donc une flavacée, c'est la luzerne. Et c'est la luzerne d'Arabie. Medicago arabica. C'est bien simple. Dès que vous regardez la feuille et que vous voyez sur les petites folioles de trèfle là, la petite tache noire, il n'y a pas de doute, c'est elle. Et enfin, dernier point, qui peut être très pratique sur le terrain, parce qu'elles n'indiquent pas forcément la même chose, les luzernes et les trèfles. On peut les confondre les deux. Luzerne et trèfle, vous regardez la feuille, vous pouvez dire ben, ça sont des feuilles de trèfle. La distinction, elle se fait à partir de la foliole. Vous voyez, là on a trois petites feuilles, c'est ce qu'on appelle les folioles. Et bien regardez la foliole qui est terminale, celle qui est le plus en haut. Elle est surmontée d'une petite queue, d'un petit pédoncule, de quelque sorte. Ça, chez les trèfles, vous ne l'aurez pas. Et après, quand vous regardez les fruits, chez les luzernes, vous allez avoir très souvent des fruits qui sont en forme de gousse, en spirale et épineuse. Alors que, enfin chez les luzernes, excusez-moi, vous allez avoir des spirales épineuses. Alors que chez les trèfles, vous allez avoir comme un petit haricot mais en miniature, une gousse toute longue et non épineuse. Voilà. Donc ça c'est un moyen très simple. Non, la petite queue, c'est ça en fait. C'est ça. Et du coup, le trèfle souterrain, ça c'est une espèce qu'on va retrouver essentiellement dans des terroirs qui sont sablonneux. Voilà. Donc là, il témoigne clairement d'un milieu même qui est dystrophe, c'est-à-dire qu'il y a peu à manger, en tout cas dans le sol. Donc des milieux qui sont très filtrants, on peut retenir l'eau, les éléments minéraux, etc. Ah oui, donc on a les deux premiers qui sont vraiment pas de collés. Alors, il y a des années, ça se développe beaucoup. Ouais. Déjà, c'est une espèce qui est thermophile, c'est-à-dire qu'il va se développer avec la chaleur. Donc les années qui sont plutôt sèches et avec des printemps très chauds, elle peut être redoutable. Et du coup, elle va se développer ces années, on va dire. Et c'est la raison pour laquelle la luzerne cultivée, là, on va la retrouver toute l'année. Vous en voyez même qui se sème spontanément. Donc ça fait partie clairement des plantes dites thermophiles ou méditerranéennes. Dans les vignes, clairement, on voit une apparition de nouvelles plantes qui n'étaient pas signalées il y a quelques dizaines d'années et qui commencent à arriver en Gironde. Et la plupart de ces nouvelles plantes, ce sont des plantes méditerranéennes, donc pour des besoins de chaleur à une période de l'année qui sont très importants. Pas forcément invasive. Non, pas forcément invasive, hein. C'est ça. Ça fait souvent peur le terme de plante envahissante, plante invasive. Sachez qu'on dit que sur 1000 plantes qui sont introduites, il n'y en a que 10 qui parviennent à devenir envahissantes, donc invasives. Donc invasives, pourquoi? Parce qu'elles vont poser des problèmes sanitaires, c'est le cas de l'ambroisie, des allergies par exemple, le rhume des foins lié à l'ambroisie. C'est le cas de la berce du Caucase, qui est une plante qui fait quasiment 3 mètres de haut, qui ressemble à de la carotte, mais en énorme. Et du coup, si vous êtes en contact avec la sève, vous développez une photosensibilité, c'est-à-dire que la sève et la lumière font mauvais ménage sur votre peau, ça va vous créer des boursouflures, mais assez énormes. C'est une plante qui a été cultivée, enfin qui a été sélectionnée artificiellement. Ah non, c'est une plante qui a été introduite du Caucase, pour le coup. Il y a une histoire comme ça, enfin moitié russe, du coup, en Union soviétique, ils ont sélectionné une super plante de la famille des berces pour pouvoir nourrir les bétails, sauf qu'elle est très, très invasive. D'accord. Ah oui. Donc, photosensibilité. Enfin, voilà, alors peut-être qu'ils l'ont sélectionné en plus, mais parce que l'histoire, c'est un botaniste franc-comtois qui l'a ramené justement du Caucase d'un voyage, il l'avait trouvé
cette belle plante exubérante. Et du coup, il avait ramené une plante sauvage pour le coup. Il avait planté dans son jardin et ça n'avait pas marché. Il l'avait semé dans son jardin et il n'y avait rien eu la première année. Et au bout de 3 ans, en fait, il y en avait partout dans la vallée. Peut-être qu'elle a été sélectionnée aussi pour des qualités derrière. C'est possible. Donc voilà, toutes les plantes qui arrivent ne sont pas des envahissantes, hein, attention, ouais, c'est ça. Et là, la sélection des espèces les plus problématiques, vous l'avez dans le recueil de fiches. Que des problématiques. Non, il n'y a pas que des problèmes. Non, par contre, vous avez... La datura, c'est pas mal par contre. Ah oui, parce que moi, le muscari, ça, j'en ai plein, moi. C'est ça, vous avez vraiment, en fait, dans ce recueil, j'en prends pour voir avec vous. Vous avez donc... On dirait que c'est Marchinson. Une première partie qui est explicative un peu sur les différentes plantes que vous allez trouver sur le territoire. Une présentation rapide du programme qu'on a mis en partenariat en place avec le CIGB. Et après vous arrivez directement sur des fiches d'aide à la reconnaissance qui sont très synthétiques. Hein. Donc en un coup d'œil vous voyez la photo. Celle-ci j'imagine que certains d'entre vous l'ont vue dans les vignes. Voilà, l'anémone couronnée. Donc ça c'est une espèce intéressante à signaler, par exemple. Et la rouge, elle est moins rare? Alors la rouge est tout aussi rare. Tout aussi rare. Voilà, elle est juste ici. Et du coup on va la retrouver dans le sud Gironde, du côté de Bazas, etc. Il y en a une à Blaye. Hein. Il y a un spot à Blaye, voilà. Saint-Luce. Il y a un super spot. Ah oui, on a un viticulteur aussi. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la signaler. Du coup, ce qu'on a je pense que vous la on a connaissez. pour projet avec le conservatoire botanique de faire une application pour signaler sur un smartphone facilement. Protégé aussi, là. C'est ça, comme ça vous facilitera directement sur l'application. Si vous voyez une de ces espèces dans la vigne, vous pouvez pouvoir en un clic voilà, la signaler et contribuer à la carte de répartition des espèces de la flore sauvage des vignes de Gironde. Alors ça en ce moment, ouvrez l'œil. Si vous êtes dans le, vous êtes tous du Blayais, là, hein, du secteur. Vous en avez souvent sur les abords des vignes. Ça c'est pas trop rare quand même. Comment? On en a quand même pas mal ici. Alors ça c'est une espèce qui est très rare à l'échelle de la France et qui est localement abondante dans le Blayais. Ah oui, parce que j'en ai régulièrement. Et dans le cube zagué, parce qu'il y en a marre de parler que du Blayais. Alors quand je dis Blayais, c'est tout le secteur. Voilà, c'est ça. Le Nord Gironde. On va dire, c'est ça. On va dire, moi je parle généralement on va dire tout ce secteur là. Donc ça c'est une plante bulbeuse, hein, c'est un ail comme celui-ci, sauf qu'il forme des inflorescences, des groupes de fleurs roses assez grosses, qui sont plutôt blanchâtres en ce moment. Donc ça c'est une espèce intéressante à signaler, parce qu'elle est plutôt en régression à l'échelle nationale. Voilà. Donc celle-ci, elle bénéficie du travail du sol par exemple. C'est-à-dire que les os, les algues, se développent par multiplication du bulbe. Et le fait de travailler le sol en surface va permettre de fragmenter ces bulbes et de disperser les bulbiles. Voilà. Donc et on trouve dans les... c'est dans c'est quoi le truc? Il y avait l'ail des ours, l'ail des vignes, pas l'ail des ours, pardon, l'ail des vignes, l'ail rose, il y avait plusieurs... Il y en a plein. Espèces, c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois? Non, c'est pas tout à fait les mêmes. L'ail des vignes... Pour identifier, nous... Alors celui-ci, il n'y a aucun doute. Vraiment quand vous voyez des grosses fleurs comme ça. C'est le seul qui fleurit comme ça. Les autres fleurissent vraiment en boule. Ouais. Ça c'est l'inflorescence en fait du poireau des vignes. Donc là en fait les petites fleurs elles vont sortir, ça va vraiment former une boule. Donc ça c'est caractéristique. Celui-là vraiment il a une inflorescence qui est petite déjà, qui est beaucoup plus rasante. Alors, on va le retrouver maximum à 15-20 cm de hauteur. Et il fait des grosses fleurs rosées quoi. Alors que celui-ci vraiment le poireau des vignes ça fait cette boule quoi, c'est caractéristique. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment facile à distinguer, rien que ça, quand vous voyez ces grosses fleurs là c'est lui, c'est l'ail rose, en tout cas c'est pareil. Et aussi la période de floraison. L'inflorescence c'est là, ouais, à peu près, même parfois plus. Et du coup c'est la période là, alors que lui on voit qu'il commence, mais ça va être voilà, plutôt au mois de juin, juillet, qui va être en plein boom. Ça c'est la barrière. Oui. Le poireau des vignes. Le poireau des vignes, ouais. C'est ça. Et après, pour être sûr que vous êtes sur un ail, vous prenez une feuille, vous sentez. C'est une odeur d'ail là, ou de poireau. Faire le choix entre je mange le baragan l'hiver et j'ai la fleur en été. C'est ça. Voilà. Faut faire le choix. Choix cornélien. Mais si tu veux en manger sur le long terme, il faut en laisser quelques-uns. Bon, il y en a tellement en coin que je pense qu'on... On va changer de groupe. Deux espèces et après
simplement sur celle-ci qui est méditerranéenne. Alors la photo elle parle pas vraiment, mais vous en avez pareil dans certains secteurs du Cubzaguais. Vous voyez, j'ai fait l'effort. Hein. Du coup, c'est une plante qui va tapisser sur l'entrevent. Donc c'est la calépie irrégulière. C'est une espèce en pleine expansion sur le territoire, en tout cas. On n'avait pas de signalement à l'époque. C'est des petites fleurs blanches qui vont tapisser l'entrevent souvent. Donc cette plante méditerranéenne, voilà, ouvrez l'œil. En tout cas, elle est en voie d'expansion, elle n'est pas problématique. Hein. C'est une plante de la famille des choux, les brassicacées. Donc elle va vous former vraiment un couvert assez dense. Et pour c'est une finir, crucifère, donc naturellement on va les trouver sur les sols plutôt calcaires. D'accord. Ça pousse partout ça, non? Enfin, ça, Non. Soit chez moi, l'Ural, la Russie, ça pousse n'importe où. celle-ci, Alors d'accord. c'est vraiment pas méditerranéen du tout. Ouais. Non mais c'est peut-être pas celle-là parce qu'après il y en a une multitude hein, qui ressemblent. Ah oui, j'en ai pas. Celle-ci, ouais, c'est surtout une méditerranéenne. Ouais, elle aime bien la chaleur et c'est pour ça qu'on la retrouve, c'est que les étés sont de plus en plus chauds, etc. Donc peut-être que dans certains pays, les étés sont très chauds. c'est possible. Ouais. Oui, C'est possible qu'elle y soit. Ouais. Après c'est que, enfin, faut être vigilant, il y en a plein, il y a plein de petites crucifères, ça peut être de la rabette, enfin Ouais, c'est ça. tu peux la confondre avec pas mal d'espèces, celle-ci elle est pas évidente à reconnaître. Après, elle a un port qui est vraiment couché. Et surtout, regardez les fruits, ils ont un très long pédoncule et ils sont courbés comme ça. Oui, parce qu'elle a un look assez particulier. Et donc pour finir, sur les emblématiques, les tulipes. Donc là aussi, hein, si vous en connaissez sur vos parcelles, signalez-les. La plus commune étant celle-ci. Vous connaissez sans doute le château Écaine, qui est à Bourg-en-Gironde. Vous en avez des champs, quasiment. Donc la jaune, c'est la tulipe des bois, donc la plus commune, mais qui veut dire plus commune, ici ça reste quand même, on est chanceux quand on la trouve. Hein. La plus rare étant celle-ci, vous voyez elle est belle, hein, blanche et rouge, c'est la tulipe de l'écluse. L'écluse c'est le nom d'un botaniste. Et c'est celle-ci qu'on a réintroduit sur certains secteurs de Bourg-sur-Gironde, etc. Et ensuite vous avez la tulipe d'Agen et la tulipe précoce qui sont deux tulipes entièrement rouges. Donc des tulipes sauvages qu'on retrouve dans nos vignes. Maintenant, vous savez quoi rechercher en un coup d'œil. Et vous avez la petite indication aussi sur ce qu'elles indiquent. Et pour aller plus loin ensuite, vous avez le guide Garance. Et je laisse la parole parce que j'ai assez parlé. Voilà.